Nous sommes le 26 avril 1986, à Pripyat, au nord de l'Ukraine. La ville est endormie lorsqu'à 1h23 du matin, un puissant éclair embrase le ciel. À 3 km de là, une violente explosion vient de secouer la centrale nucléaire de Tchernobyl. Depuis leur caserne, toute proche, les pompiers sont témoins de la scène. Aussitôt, le lieutenant Pravik rassemble ses hommes et 5 minutes plus tard, ils sont au pied de la centrale. Sur place, le spectacle est apocalyptique. Le toit d'un bâtiment s'est littéralement volatilisé. Des flammes lèchent les murs éventrés et des milliers de débris incandescents jonchent le sol. Dans l'urgence, Pravik déclenche l'alerte pour obtenir du renfort. Mais une pensée le traverse. Ces hommes sont-ils correctement équipés pour affronter une telle catastrophe ? Ils portent des combinaisons de toile, des casques de chantier et des bottes en caoutchouc, alors que sous leurs pieds, le bitume fond et arrache leurs semelles. Un pompier s'efforce de dégager des tiges métalliques qui percent les pneus des camions. Sa peau reste collée au métal brûlant. La chaleur est telle que certains se débarrassent de leur casque et ouvrent leur veste pour mieux respirer, sans se douter que ces gestes pourraient leur coûter la vie. Très vite, un signe inquiétant apparaît. Tous ressentent un goût sucré et métallique dans la bouche. Des témoins diront plus tard, un peu comme lorsque l'on suce une pièce de monnaie. Puis, une étrange odeur envahit l'atmosphère. Quelque chose d'indéfinissable. 1 heure après leur arrivée, Pravik et ses hommes se replient. Ils sont vivants, mais dans un sale état. Certains ne tiennent plus sur leurs jambes. D'autres se plaignent de maux de tête extrêmement violents. Il y en a même qui crachent du sang. Plus étrange encore, leur peau prend une teinte sombre et leur visage commence à enfler. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, car ce qui se joue cette nuit dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est pas un simple incendie qui ravage la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est le cœur du réacteur numéro 4 qui vient d'exploser. Des quantités énormes de particules radioactives s'échappent à l'air libre. Et l'Europe s'apprête à faire face à la pire catastrophe nucléaire de son histoire, aux conséquences sanitaires et environnementales colossales. Que s'est-il exactement passé durant cette nuit du 25 au 26 avril 1986 à Tchernobyl ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Il s'agit d'une installation qui produit de l'électricité grâce à l'énergie libérée par un phénomène appelé la fission nucléaire. Au cœur de la centrale, on trouve le réacteur, à l'intérieur duquel des atomes d'uranium sont bombardés par des neutrons. Sous l'impact, chaque atome se scinde en 2 noyaux plus petits, libérant une grande quantité d'énergie, de la chaleur et de nouveaux neutrons qui vont à leur tour percuter d'autres atomes d'uranium. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait ensuite tourner des turbines, lesquelles génèrent de l'électricité. Maintenant, revenons à Tchernobyl. Le 25 avril, la veille de l'accident, l'équipe de la centrale prévoit de réaliser dans la journée un test de sécurité sur l'un des réacteurs, le numéro 4. Pour faire ce test, les opérateurs doivent faire descendre la puissance du réacteur progressivement. Mais ce jour-là, une autre centrale du réseau tombe en panne. Les autorités demandent donc aux équipes présentes à Tchernobyl de maintenir le réacteur à pleine puissance afin de continuer à fournir de l'électricité. Le test est reporté au soir. Il est confié à l'équipe de nuit, moins expérimentée et moins bien formée. Vers 23h10, l'ingénieur en chef, Dyatlov, donne l'ordre de réduire la puissance du réacteur. Malheureusement, un opérateur commet une erreur de régulation. La puissance chute brutalement. Au lieu de descendre à 700 MW thermiques, elle chute à 30 MW. C'est à peine 1% de la capacité normale du réacteur numéro 4. Il menace de s'éteindre. Et dans ce cas, le test ne pourra pas être réalisé. À ce stade, il aurait fallu stopper le réacteur et attendre 24 heures. Les opérateurs passent outre cette procédure. Ils veulent faire le test. Ils décident donc d'augmenter la puissance. Et là, les erreurs vont s'enchaîner. Pour cela, ils remontent les barres de contrôle. Ces barres captent les neutrons produits par la fission de l'uranium et permettent de contrôler le phénomène.
Comme le réacteur a du mal à démarrer, ils en retirent beaucoup. Ils n'en laissent que 8, alors qu'il en faudrait 30. La puissance du réacteur remonte. Les règles de sécurité ne sont plus respectées. Mais l'ingénieur en chef est bien décidé à poursuivre l'essai. Il décide de désactiver des systèmes d'arrêt d'urgence et de refroidissement. Nouvelle erreur. Car malheureusement, le réacteur se met à surchauffer. La pression à l'intérieur augmente dangereusement. Cette fois, il faut stopper la machine. Le chef d'équipe ordonne l'arrêt du réacteur. Il faut faire vite. Les systèmes automatiques étant désactivés, les opérateurs procèdent manuellement. On fait descendre les barres de contrôle constituées de bores à matériaux qui absorbent les neutrons et stoppent la réaction en chaîne. Mais c'est lent. Trop lent. Et puis, ces barres de contrôle ont un défaut de conception. Leur extrémité inférieure, la pointe, n'est pas en bore. Elle est en graphite, un matériau qui, à l'inverse, active la réaction. En quelques secondes, la chaleur produite dans le cœur est multipliée par 100. À 1h23 et 44 secondes, la pression de la vapeur à l'intérieur du réacteur devient telle qu'elle fait exploser les tuyauteries. Une première déflagration colossale soulève la dalle de béton du réacteur numéro 4. 2000 tonnes sont projetées dans les airs. 3 secondes plus tard, une deuxième explosion due cette fois à l'hydrogène libéré par la chaleur détruit le toit du bâtiment. Le réacteur se retrouve maintenant à l'air libre, en feu. C'est le début d'un incendie qui durera près de 10 jours. Aussitôt après l'explosion, une épaisse fumée noire chargée de particules radioactives s'échappe dans l'atmosphère. Elle forme rapidement un nuage hautement toxique. À l'époque, l'Ukraine n'est pas un pays indépendant. Elle fait partie de l'Union soviétique. Et dans ce régime, toute information sensible doit obligatoirement remonter jusqu'à Moscou avant d'être rendue publique. Pourtant, malgré l'urgence absolue, les responsables locaux hésitent à alerter le Kremlin. Ils craignent d'être tenus pour responsables de la catastrophe. L'annonce met un temps infini à parvenir jusqu'au sommet de l'État. Et lorsque Mikhaïl Gorbatchev, le secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, est enfin informé, il est déjà trop tard. Le nuage a commencé à se répandre dans toute la région. Autour de la centrale, la population n'a pas été avertie non plus. À seulement 3 km du brasier, la vie continue. Les enfants jouent dehors, les habitants se promènent dans les rues. Des mariages sont même célébrés. L'évacuation de Pripyat n'a lieu que 36 heures plus tard. Et la mise en place d'une vaste zone d'exclusion, environ 30 km autour de la centrale, prendra du temps. Au même moment, dans le reste de l'Europe, personne ne se doute de ce qui se joue en Ukraine. Moscou a délibérément choisi de ne pas prévenir ses voisins. Mais le secret ne va pas tarder à s'éventer. Nous sommes le 28 avril, 2 jours après l'explosion. Dans la centrale de Forsmark, sur la côte est de la Suède, des techniciens remarquent quelque chose d'anormal. Au moment où il prenait son service, en franchissant le portique à l'entrée du bâtiment, un employé déclenche l'alarme d'un détecteur de radiation. On croit d'abord à une défaillance technique sur le site même de production. Il n'en est rien. La source de rayonnement ne provient pas d'ici, elle se situe à Tchernobyl. Les Suédois lancent aussitôt l'alerte. Un immense nuage radioactif se déplace au-dessus de l'Europe. Il contient des gaz et des poussières hautement toxiques pour l'organisme. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe, sachez que la radioactivité libérée à Tchernobyl est plusieurs centaines de fois supérieure à celle dégagée par la bombe larguée sur Hiroshima en 1945. Au moment de l'explosion, ces particules ont été projetées jusqu'à 10 km d'altitude selon leur nature. Les éléments lourds, comme le plutonium ou le strontium, sont retombés assez rapidement. Ils ont contaminé les zones proches de la centrale, l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Russie. Mais les éléments radioactifs plus légers, comme l'iode ou le césium, ont été entraînés par des vents dominants au-dessus de l'Europe. Ce panache finira par recouvrir 40% de la superficie du continent européen. Les traces de particules radioactives seront même détectées en Tunisie et jusqu'au Canada. Les pays concernés publient aussitôt des cartes des zones de contamination. On demande aux gens de ne plus consommer de fruits, de légumes
et de lait. Les végétaux sont les premiers à capter la radioactivité. Lorsque les particules radioactives retombent au sol, elles se déposent sur les feuilles. Quant au lait, il devient impropre à la consommation. Les vaches broutent de l'herbe contaminée. Dans certains pays, comme l'Allemagne ou la Pologne, on conseille aussi d'ingurgiter des pastilles d'iode stables. Cet iode sature la thyroïde et agit comme un bouclier, empêchant l'iode radioactif du nuage de venir s'y loger. Bref, c'est la mobilisation générale. Enfin, pas partout. À l'ouest du continent, un pays adopte un tout autre discours. La France. Le 30 avril, au soir, des millions de Français sont rivés à leur téléviseur pour le bulletin météo. La présentatrice de l'époque, d'un ton rassurant, présente une carte animée de l'Europe sur laquelle un panneau routier « Stop » barre la frontière française. Le message est limpide, le nuage radioactif s'arrête à nos frontières. Notre pays serait protégé par un bouclier invisible, l'anticyclone des Açores. Ce phénomène météorologique est supposé tenir le panache radioactif à distance pendant encore 3 jours. Résultat, aucune consigne particulière n'est donnée aux Français. Tout juste un conseil, laver à l'eau les fruits et les légumes avant de les consommer. Ouf, on respire. Enfin, si j'ose dire. Car en réalité, la situation est plus délicate qu'il n'y paraît. Le nuage radioactif est déjà là. Dans l'après-midi du 30 avril, une première branche du panache a été détectée par le laboratoire d'écologie marine de Monaco, avant de se répandre sur tout le midi de la France. A-t-on délibérément menti aux Français ? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux médias. Sur un point, la météo du soir avait dit vrai. Il y avait bien un anticyclone bloqué sur la France. En revanche, ces conclusions étaient mensongères. Un anticyclone, si puissant soit-il, ne peut pas arrêter un nuage de gaz radioactif. Le lendemain, le journal de la mi-journée d'Antenne 2 finit par annoncer l'arrivée du panache par le sud-est et même sa progression sur le territoire. Le fameux stop a disparu de la carte. Mais il est trop tard. Le mythe du nuage de Tchernobyl, qui se serait miraculeusement arrêté à la frontière française, est né. Cette communication maladroite déclenche une vive polémique dans tout le pays. Et aujourd'hui encore, cette affaire reste un exemple emblématique de communication défaillante. Sur 134 personnes présentes sur la centrale de Tchernobyl le soir de l'accident, 28 sont mortes dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Pompiers, ouvriers, personnel de la centrale, les plus exposés ont été frappés par des doses massives de radiation. Les radiations se présentent sous la forme de rayons ionisants. Ce sont des particules ou des ondes capables d'endommager les cellules. On en distingue 3 types. D'abord, les rayons alpha. Ils sont totalement bloqués par la peau. Ils ne provoquent pas de brûlure externe. En revanche, ils deviennent redoutables et détruisent vos organes de l'intérieur si vous respirez des poussières radioactives ou si vous en avalez. Ensuite, les rayons bêta, plus pénétrants. Ils traversent les tissus et peuvent provoquer de graves brûlures cutanées. Ce sont eux qui ont provoqué le brunissement de la peau des pompiers qui sont intervenus sur l'incendie de Tchernobyl. Enfin, les rayons gamma, les plus dangereux. Ce sont de puissantes ondes électromagnétiques capables de traverser presque tout. Seules d'épaisses couches de plomb ou de béton peuvent réellement les arrêter. En traversant le corps, ces rayonnements endommagent l'ADN des cellules. Ils s'attaquent en priorité à celles qui se renouvellent le plus vite dans notre organisme, les cellules de la moelle osseuse et celles du système digestif. Les pompiers de Tchernobyl en ont été les premières victimes. Leur moelle osseuse, qui a été détruite par les radiations, a cessé de produire des globules blancs, provoquant l'effondrement brutal de leur système immunitaire. En détruisant leurs cellules, les radiations ont également empêché leur sang de coaguler. Ils ont subi de graves hémorragies, tandis que leur peau présentait de sévères brûlures jusqu'à se décoller. Dans les régions proches de la centrale, les populations ont aussi été exposées à des doses importantes, notamment à travers l'air et l'alimentation contaminée. Dans les années qui ont suivi, on a observé chez elles une forte augmentation des cancers de la thyroïde. Plus loin, en Europe, en Allemagne, en Suède, en France, le nuage a également laissé des traces, mais les doses reçues étaient beaucoup plus faibles. Alors il est impossible de connaître le nombre exact de victimes de Tchernobyl. L'URSS n'a officiellement reconnu qu'une 50aine de morts directement liées aux radiations.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé estime le bilan à environ 4000. Mais d'autres études, notamment celles d'ONG comme Greenpeace, avancent des chiffres bien plus élevés, allant de dizaines à plusieurs centaines de milliers de morts. L'accident de Tchernobyl pourrait-il se produire en France ? Je vous rassure, la réponse est non. Et voici pourquoi. À Tchernobyl, le réacteur utilisait du graphite pour optimiser la réaction nucléaire. Problème, comme on l'a vu, ce graphite se trouvait aussi au bout des barres de secours. Résultat, quand les opérateurs ont voulu arrêter le réacteur en urgence, c'est l'inverse qui s'est produit. En France, on utilise une technologie complètement différente, les réacteurs à eau pressurisée. Ici, c'est l'eau qui joue le rôle du graphite, c'est elle qui maintient la réaction en marche. Et ça change tout. Parce que si quelque chose se passe mal, et que la température monte trop, l'eau chauffe, se vaporise et perd sa capacité à entretenir la réaction. Le réacteur s'éteint automatiquement sans intervention humaine. Deuxième différence majeure, l'enceinte de confinement. Imaginez une immense coque de béton armée doublée d'acier qui entoure complètement le réacteur. En cas d'accident grave, elle retient la radioactivité à l'intérieur. À Tchernobyl, cette enceinte n'existait pas. C'est pour cette raison que les matières radioactives se sont répandues directement dans l'atmosphère. Technologie différente, sécurité intégrée, enceinte de confinement, un accident du même type que Tchernobyl est physiquement impossible sur le sol français. Savez-vous qu'aujourd'hui, on peut à nouveau se rendre dans la région de Tchernobyl ? Non, je ne plaisante pas. Aussi surprenant qu'il puisse paraître, la zone de sécurité de 30 km autour de la centrale est ouverte aux touristes depuis 2010. Mais avant d'aller plus loin, une précision importante. Le réacteur numéro 4 n'est plus à l'air libre. En 2016, il a été recouvert d'une immense arche métallique, un sarcophage de confinement. Elle est conçue pour contenir la radioactivité du réacteur pendant 100 ans. Les visiteurs peuvent donc parcourir les rues fantômes de Pripyat, la ville abandonnée, et même s'approcher de certains sites autour de la centrale. Il suffit pour cela de passer par une agence spécialisée qui organise les visites guidées. Mais ceux qui s'y rendent reviennent souvent étonnés. Ils s'attendent à voir un paysage de désolation, et ce qu'ils découvrent est surprenant. Des plaines et de vastes forêts verdoyantes où vivent de nombreuses espèces sauvages. Sans la présence de l'homme, la région s'est transformée en une véritable réserve naturelle. On y trouve des lynx, des sangliers, des cerfs, des ours bruns et même des chevaux de Przewalski, une espèce ancestrale réintroduite dans les années 1990. Mais le plus spectaculaire à Tchernobyl, ce sont les loups gris. Leur population y est 7 fois plus nombreuse que dans les parcs alentours. Toutefois, tout n'est pas parfait dans ce paradis sauvage. Les radiations continuent d'avoir des effets néfastes sur l'écosystème. Les insectes et les oiseaux, par exemple, ont une espérance de vie plus courte, un taux de reproduction plus faible, et ils présentent davantage d'anomalies génétiques. Les scientifiques ont également eu une drôle de surprise en découvrant que les grenouilles vertes arboricoles étaient devenues presque noires. Probablement une adaptation pour se protéger des rayonnements. Vous le voyez, les conséquences de cette catastrophe ne sont pas de l'histoire ancienne. D'ailleurs, savez-vous que certains éléments radioactifs libérés dans la nuit du 26 avril 1986 mettront 24 000 ans pour que leur niveau de radioactivité baisse de moitié. Autant dire que la catastrophe de Tchernobyl n'est pas prête de tomber dans les oubliettes de l'histoire.